Bonjour, je vais vous présenter les principaux types de tests utilisés pour détecter le Covid-19, causé par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, ainsi que leur utilité dans la lutte contre celui-ci. De manière générale, face à une épidémie, notre arsenal de contre-mesures comprend les vaccins, afin de prévenir l'infection, les tests de dépistage afin de diagnostiquer les patients, adapter le traitement et éventuellement les isoler, et enfin les traitements spécifiques à chaque infection. Alors, face au Covid-19, nous ne disposerons pas d'un vaccin avant fin 2021, voire plus, et nous disposons d'aucun traitement spécifique. Les tests de dépistage sont donc nos seules armes, en conséquence, nous devons les utiliser judicieusement. Alors, le SARS-CoV-2 infecte préférentiellement les voies respiratoires, puis dissémine dans l'organisme. Son matériel génétique est de l'ARN. Cet ARN est associé à des protéines, ici, qu'on appelle les nucléoprotéines, et ce complexe est enveloppé dans une membrane lipidique, contenant elle aussi des protéines. Alors la séquence de cet ARN est spécifique du SARS-CoV-2. En gros, c'est sa signature. Elle permet de l'identifier avec certitude. Elle détermine aussi la séquence des protéines du virus, qui sont donc spécifiques du SARS-CoV-2. Donc en conséquence, on peut donc détecter le virus en mesurant dans les voies respiratoires supérieures la présence de son ARN ou de ses protéines. Protéines qu'en immunologie on appelle les antigènes. Donc on parle pour ce type de test virologique. On détecte la présence du virus. Un prélèvement est réalisé dans le nez à l'aide d'un écouvillon, une sorte de grand coton-tige, et cet écouvillon doit être enfoncé assez profondément, donc ce qui en pratique peut être assez désagréable. On peut également identifier les individus qui sont infectés en mesurant la quantité d'anticorps spécifiques des antigènes du virus produites par le système immunitaire de l'hôte. On parle alors de tests sérologiques, car les anticorps sont mesurés dans le sérum, la fraction liquide du sang. Alors, il est important de comprendre que la quantité d'ARN ou d'antigène viral présent chez l'individu infecté n'est pas constante au cours du temps. Donc ici, par exemple, schématiquement représenté en rouge, cette quantité d'ARN semble maximum entre 5 et 10 jours après le début de l'infection. Elle va décroître ensuite. Et les anticorps, quant à eux, ici en vert, ne sont produits que plusieurs jours après le début de l'infection. Ils deviennent en moyenne détectables entre 10 et 20 jours après le début de l'infection. Donc les tests virologiques et sérologiques mesurent deux choses qui sont très différentes. Les tests virologiques mesurent la présence du virus, et donc la capacité à le transmettre, et les tests sérologiques mesurent la réponse immunitaire contre le virus, qui persiste, elle, plusieurs mois après que le virus ait été éliminé. Donc la détection de l'ARN, des antigènes et des anticorps peut être réalisée en laboratoire. Ces tests sont quantitatifs, ils vont fournir une mesure précise de la quantité de ces molécules. Problème, ils sont coûteux et longs à réaliser. Donc ils prennent plusieurs heures, et si on inclut le prélèvement, l'étiquetage des échantillons, le test en lui-même, les résultats ne sont souvent pas disponibles avant au moins 24 heures. Et ils font également appel à des machines et des réactifs qui sont présents en quantité assez limitante. Alors, il est également possible de détecter les protéines virales, donc les antigènes, ainsi que les anticorps spécifiques, à l'aide de ce qu'on appelle des tests rapides, qui peuvent être réalisés sur le terrain en quelques minutes à l'aide de kits. Le résultat de ces disponibles, quant à lui disponible en plus ou moins 15 minutes. Donc par exemple, les tests sérologiques réalisés en laboratoire utilisent un test immunoenzymatique que l'on appelle la technique ELISA. Donc un prélèvement est réalisé dans une vanne, ce qui nécessite un personnel déjà qualifié. L'échantillon est acheminé en laboratoire, qui va le traiter. Des protéines recombinantes spécifiques du virus sont synthétisées in vitro par génie génétique, fixées sur un support, et ces protéines vont capturer les anticorps spécifiques présents dans le sérum du patient. La présence d'anticorps est ensuite révélée par une réaction enzymatique qui libère un composant coloré, comme ici.
Et donc on peut ensuite, avec ce qu'on appelle un spectrophotomètre, mesurer la quantité exacte d'anticorps présente dans l'échantillon. Le test de terrain équivalent, lui, il est réalisé par prélèvement d'une goutte de sang au doigt, ce qui ne nécessite aucune compétence particulière. Le sang est mis en contact avec une bandelette qui va se colorer et indiquer la positivité ou la négativité au test. Donc là, la lecture va s'effectuer à l'œil, un peu comme pour un test de maternité. Donc le test de terrain est rapide, il est facile à utiliser, et donc il est bien adapté à des tests de masse. Mais en comparaison aux tests réalisés en laboratoire, leur sensibilité est assez faible. Ils ne sont pas quantitatifs. Donc on les utilise comme des tests d'orientation de diagnostic. Les tests de laboratoire plus précis, réalisés par des professionnels, servent de tests de confirmation. Alors au 20 avril, on dénombrait 78 tests RNA, 13 tests antigènes rapides et 101 tests sérologiques, tous validés par la Commission européenne. Cependant, la plupart des États ont légiféré pour interdire la vente des tests rapides aux particuliers. Il n'est donc pas possible de réaliser ce qu'on appelle des autotests. Alors pourquoi cette interdiction qui peut sembler injuste à certains? Alors en premier lieu, ces tests ne sont pas fiables à 100%. Si on prend le test de mesure d'ARN qui est réalisé en laboratoire, malgré sa très haute spécificité et sensibilité, sa fiabilité pour identifier un individu infecté n'est que de 60-80%. Tout simplement car le virus n'est pas toujours présent dans les voies respiratoires supérieures, là où est réalisé le prélèvement. Le test peut également être fait trop tôt dans l'infection, ou trop tard, à des moments où peu de virus sont présents, ou le virus est en voie d'être éliminé, mais pas encore complètement. Donc, dans ces cas, l'individu reste contagieux alors qu'il pourrait être négatif au test ARN. Alors, il faut préciser que cette fiabilité de 60-80% n'est absolument pas typique des tests du Covid-19. On observe la même fiabilité, par exemple, pour les tests pour le virus influenza, responsable des grippes saisonnières. Et comme mentionné précédemment, les tests rapides de détection d'antigènes réalisés sur le terrain sont moins fiables que le test ARN, car moins sensibles et moins quantitatifs. Alors, autre problème, pour bien caractériser l'état d'un individu, il faut souvent réaliser plusieurs tests différents. Le test détectant l'ARN ne permet pas de différencier les individus non infectés qui n'ont jamais vu le virus et les individus qui l'ont éliminé. Un test sérologique, s'il est réalisé seul, ne permet pas d'assurer avec certitude que l'individu n'est pas contagieux. En effet, on peut être infecté et ne pas avoir encore développé d'anticorps, ou avoir développé des anticorps sans avoir complètement éliminé le virus. Donc, par exemple, pour identifier les individus non contagieux, mais qui ont été infectés et qui ont, en théorie, développé des anticorps et donc sont protégés contre une nouvelle infection, il faut réaliser un double test, virologique et sérologique. Alors, enfin, il y a également ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs au test, qui résultent d'erreurs techniques. Donc la confirmation absolue, la plus fiable, est obtenue par un scanner thoracique, qui n'est évidemment pas réalisable sur le terrain. Donc en conclusion, les tests rapides en kit, s'ils sont utilisés par des novices, sont peu fiables pour diagnostiquer l'état réel d'un individu. Chaque test va fournir des informations spécifiques qui nécessitent une mise en contexte ou les résultats d'autres tests pour être correctement interprétés. On estime donc que la pratique de l'autotest est susceptible d'induire des comportements à risque. Donc l'usage des tests rapides doit être réservé aux services de santé et aux laboratoires agréés. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a été très claire dans sa communication concernant l'importance des tests. Dans son allocution du 16 mars, le directeur général de l'OMS a déclaré, je cite, « Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux fermés, et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté par le virus. Nous avons un message simple pour tous les pays, tester, tester, tester. » Et c'est un avis qui est largement partagé par la communauté scientifique. Par exemple, un rapport de l'INSERM, qui a été publié en avril, a estimé qu'un déconfinement sans test de masse serait risqué
et inefficace. Donc il est bien démontré que les individus porteurs non identifiés sont responsables de l'infection de quasi 80% des cas identifiés. Alors malheureusement, tester toute la population est impossible en pratique. Donc, si on prend le cas de la Belgique, qui dispose d'une population de 11 millions d'habitants, pour tester toute la population en 3 mois, il faudrait réaliser 122 000 tests par jour. La Belgique peine déjà à atteindre une capacité de 10 000 tests par jour. Donc au rythme de 10 000 tests par jour, il faudrait plus de 3 ans pour tester toute la population, ce qui n'aura absolument aucun sens. Donc en pratique, qui doit-on tester? Alors il faut différencier les tests qui sont réalisés afin d'établir un diagnostic et les tests de dépistage qui visent à mesurer le niveau d'infection dans la population et à détecter et isoler les individus infectés. Donc le diagnostic qui concerne évidemment les individus symptomatiques, qui présentent des signes évidents d'infection, mais sur qui réaliser les tests de dépistage. Bon, il y a plusieurs controverses à ce sujet. Donc on sait depuis le 15 février, c'est-à-dire très tôt dans le développement de l'épidémie, qu'il existe des individus asymptomatiques, porteurs du virus, donc susceptibles de le transmettre, mais ne présentant aucun signe d'infection. Alors quel est le pourcentage d'asymptomatiques? Alors, nous disposons des résultats de ce qu'on peut appeler une épidémie en milieu clos, donc le paquebot Diamond Princess. Et donc sur ce paquebot, sur 3711 passagers, 634 ont été détectés positifs pour l'ARN du virus. Et 17,9% d'entre eux sont restés asymptomatiques. Donc actuellement, on estime qu'on pourrait avoir à peu près 20% d'asymptomatiques dans les populations. Alors faut-il tester les asymptomatiques? C'est là qu'est la controverse. Les asymptomatiques et les présymptomatiques, donc qui ne montrent aucun symptôme mais qui en montreront plus tard, présentent une charge virale qui peut être équivalente à celle des symptomatiques. Mais on ignore s'ils excrètent autant de virus. Alors néanmoins, il y a plusieurs études qui suggèrent qu'ils pourraient être contagieux, et donc qu'il serait important de les identifier. Alors, de nombreuses stratégies de dépistage visant au déconfinement ont été proposées. Donc des collègues épidémiologistes, médecins et moi-même avons proposé en mars 2020 une stratégie de déconfinement basée sur des tests de masse, combinant tests virologiques et sérologiques. Donc, cette stratégie a été publiée dans Nature Medicine. Nous avons publié le 19 mars dans le média de Conversation une version actualisée et vulgarisée de cette stratégie. Vous pouvez évidemment consulter librement. Donc, le premier pilier de cette stratégie était de tester les individus participant aux services essentiels afin de les sécuriser, c'est-à-dire les services de santé en priorité, ainsi que tous les autres services essentiels qui ont dû continuer à fonctionner en période de confinement et donc ont été particulièrement exposés. Son deuxième pilier était de réaliser régulièrement des tests aléatoires dans la population, afin d'estimer le nombre global d'individus infectés et d'anticiper un risque de saturation des services de santé, ce qui conduira à un désastre semblable à celui qu'a connu l'Italie. Donc ces tests aléatoires permettraient également de mesurer le niveau d'immunité collective de la population, c'est-à-dire la fréquence d'individus potentiellement protégés d'une réinfection par leur immunité. Donc dans une population immunologiquement naïve, c'est-à-dire où aucun individu ne dispose d'une immunité au virus, les petits bonshommes noirs ici sur mon schéma, l'infection dissémine librement et rapidement. Si la fréquence d'individus immunisés atteignait 60-70%, donc en vert sur le graphique, la capacité du virus à disséminer dans la population serait très fortement réduite. Alors malheureusement, on en est très loin. Les résultats disponibles en avril suggèrent que nous ne sommes qu'à 2-5% d'immunité collective. Alors, ces stratégies de déconfinement que nous avons proposées, ainsi que pas mal d'autres chercheurs, ont été pensées dans un monde idéal, c'est-à-dire un monde où les gouvernements seraient capables de les mettre en œuvre. Alors, dans le monde réel, les choses sont un peu différentes. Donc la plupart des gouvernements européens se sont avérés incapables d'organiser un dépistage de masse pour sécuriser le déconfinement.
Nous sommes donc condamnés à naviguer à l'aveugle en nous fiant principalement aux tests de diagnostic et au taux d'hospitalisation. Donc cette situation révèle un problème logistique qui est quand même global, parce qu'elle ne se limite pas à l'organisation de tests de masse qui sont, il est vrai, assez compliqués à mettre en œuvre. Elle concerne également la simple mise à disposition de masques chirurgicaux pour la population. Donc alors que plusieurs gouvernements asiatiques ont réussi, en anticipant la crise, à réaliser un nombre suffisant de tests pour maîtriser l'épidémie, et ont réussi à fournir des masques en quantité suffisante à leur population, les gouvernements européens ont dû se rabattre sur des solutions de bricolage, proposer par exemple à la population de confectionner elle-même les masques. Solution qui semble même encore trop compliquée. Donc c'est une situation qui pourrait prêter à rire si elle n'était pas tragique. Donc le plus surprenant dans l'épidémie de Covid-19, ce n'est pas l'apparition de ce troisième coronavirus pathogène pour l'homme, parce que de nombreux spécialistes l'avaient prédite, ni sa dissémination internationale très rapide, parce que c'est à présent la norme en raison de l'hypermobilité liée au trafic aérien. Non, le plus surprenant, c'est la faillite logistique des gouvernements, et en conséquence leur incapacité à assurer la sécurité des citoyens. Ce qui ne rassure vraiment pas si nous devions faire face à des agents infectieux qui soient plus agressifs que le SARS-CoV. Alors, je vous remercie de votre attention. Cette vidéo a été en partie réalisée à partir d'un article qui a été publié par le média The Conversation. Vous pouvez le consulter pour y trouver notamment un descriptif plus technique des tests virologiques et sérologiques. Au plaisir.